La sixième et dernière partie de cet exercice consiste en le calcul de l'effort tranchant en un point de la poudre Gerber. On va choisir le même point qu'on avait pris pour le calcul de l'effort normal et on va appliquer la même procédure. Donc le premier passage est la mise en place d'une glissière dont l'axe, dans la direction des bielles permet les translations orthogonales, les translations relatives orthogonales à l'axe de la poudre, donc la mise en place d'une glissière au point J. La mise en place de cette glissière, comme d'habitude, transforme la structure isostatique en mécanisme. C'est un mécanisme particulier qui autorise les translations relatives à droite et à gauche du point J dans le sens orthogonal à l'axe de la poudre. Ces translations négatives, normalement, sont empêchées par la continuité du système, et cette continuité fait qu'au droit de la section J puisse s'échanger un effort antérieur qu'on appelle l'effort normal. L'effet donc d'avoir introduit cette glissière génère l'impossibilité pour le système de transmettre cet effort normal, cet effort tranchant, pardon. Il est donc nécessaire de l'ajouter à la main, pour ainsi dire, c'est-à-dire on va ajouter les efforts qui normalement sont transmis à droite à gauche du point J par le fait, par la propriété de la structure de la poutre qui est continue. Nous avons enlevé à la poutre cette capacité de transmettre de l'effort tranchant. Ceci autorise un mouvement et nécessite la mise en place d'un effort tranchant fictif qu'on ajoute et qui fait partie maintenant des forces extérieures. On pourra donc appliquer les principes des travaux virtuels pour calculer le travail de toutes les forces extérieures en jeu et imposer que ce travail est égal à zéro, ce qui signifie imposer l'équilibre. Donc, procédure tout à fait habituelle et standard. Le premier passage de cette procédure est les dessins du mouvement virtuel de ces mécanismes. Le premier point pour dessiner ces mouvements virtuels est l'identification des différents centres de rotation relative et absolue du système. Nous allons donc procéder comme nous avons fait pour le cas précédent. On va appeler ceci le mouvement virtuel 8. Il y aura quelques petites modifications par rapport au cas de l'effort tranchant qui était précédent. Cette analyse, évidemment, ne nécessite pas de connaître les forces en jeu. J'ai besoin de la numérotation. Voilà, et alors on va placer les centres de rotation là où ils se trouvent. Allons procéder point par point pour vérifier s'ils sont bien placés. Alors la poutre numéro 1 va tourner autour du centre imposé par la rotule extérieure, qu'on va noter donc C1. Les centres de rotation relative entre poutres 1 et 2 se trouvent à l'infini en direction horizontale, comme indiqué par la glissière. Les centres de rotation absolue de la poutre 2 se trouvent sur l'axe identifié par l'appui B. Le centre de rotation relative entre la poutre 2 et 3 est indiqué par la présence d'une rotule, la rotule H, qui joint les deux poutres. Le centre de rotation absolue de la poutre 3, C3, se trouve sur l'axe indiqué par l'appui simple C. Le centre de rotation relative 3,4 se trouve à l'infini en direction horizontale comme indiqué par la glissière G. Et finalement, le centre de rotation absolue de la poutre 4 se trouve sur l'axe indiqué par l'appui simple D. Donc on peut aller voir quelle est en fait la position. Vous voyez dans cet ensemble d'informations, nous avons certains points dont la position est donnée. C'est C1, C1,2, C2,3, C3,4.
et d'autres points dont la position n'est pas donnée, et notamment les points C2, les points C3 et les points C4. Pour ce qui est de ces points-là, la seule chose qui est donnée est le fait qu'ils se trouvent sur les droites, respectivement sur les droites B, C, par C et par D, mais on n'a pas encore défini exactement leur position. On en a besoin si on veut tracer, les mouvements. On va donc commencer par la gauche. On connaît la position du point C1 et on connaît la position du point C12. Il faut que le point C2 soit aligné avec ces deux-là. Alors, ça c'est le théorème de Kennedy. C1 se trouve ici. C12 est le point à l'infini en direction horizontale. Pour que C2 soit aligné avec les deux, il faut qu'il se trouve sur les droites horizontales menées par le point C1. Et puisque on avait dit qu'il faut qu'il se trouve aussi sur la droite verticale menée par l'appui simple B, il s'ensuit que le centre C2 se trouve effectivement au point où l'appui est posé. Je vais prendre juste une petite flèche pour la mettre ici. On va faire le même raisonnement pour... Donc, comme ça, on a trouvé C2. On va faire le même raisonnement pour C3. J'ai anticipé la position de la flèche. Parce que, voilà, il va falloir que C3 soit aligné avec C2 et C2,3. Or, C2 est ici, C2,3 est au point H. Donc, l'alignement horizontal est obligatoire pour C3. Il est aussi sur l'alignement vertical mené par C. Et il est donc là. Et puis finalement, pour C4, on va voir quelque chose de similaire. C4 doit se trouver à la fois sur la ligne verticale menée par D et sur une droite qui joint le point C3 qui est ici avec le point à l'infini de la direction horizontale. C'est donc la droite horizontale qui passe par C3 et qui est celle-ci qui va contenir C4. Voilà, cette fois-ci, nous avons tous les éléments nécessaires pour dessiner les mouvements virtuels de ce système. On va, on va se placer un peu décalé par rapport au système afin de procéder de manière plus propre. Et on va commencer en réalisant la projection des différents centres de rotation. Pardon, je vais juste copier pour gagner un peu de temps dans l'écriture. Voilà, on va projeter les différents centres de rotation absolus, donc notamment C1, C1', donc qui va être ici, C2', qui va être là, C3', et il nous reste C4' qui doit se trouver ici. Nous pouvons maintenant prendre une direction déplacée arbitraire passant par C1', par exemple celle-ci, et il faut l'interrompre là où elle rencontre la projection de la fin en fait, de la ligne 1, la projection du point de séparation qui est ici. Et ensuite, on peut tracer les mouvements virtuels de la partie 2 en respectant le fait qu'on a une glissière
qui sépare 1 et 2, et donc 2 doit être parallèle à 1, et puisqu'elle doit passer par les centres C2, voilà son mouvement. Donc cette-ci est une droite parallèle à la précédente, qui commence là où la précédente s'interrompt, et qui passe par la projection du centre de rotation absolu C2'. On trouve au point de brisure une rotule. Il va falloir donc respecter la continuité des déplacements, et donc ce point est un point commun aux deux droites, et la droite menée par le point 3 passe ensuite par les points C3', comme il se doit. Donc elle continue évidemment, donc il faut que je la prolonge, que je la fasse plus long. Voilà, et puis finalement, je vais avoir la même condition de parallélisme qu'on avait au point J. On a ici au point G la droite qui indique le déplacement de la poutre 4 doit être parallèle à celle qui indique le déplacement de la poutre 3. Donc voilà les mouvements virtuels du système. Il est possible maintenant d'identifier la géométrie, donc de se donner une quantification de tous cette hauteur ou ces angles dont on a besoin. Donc encore une fois, laissez-moi prendre des symboles dont on va avoir besoin ici. Voilà, on va indiquer par θ chapeau l'angle que nous avons pris arbitrairement qui définit le déplacement du point 1. Par définition, cet angle est conservé lorsque on traverse la glissière. Ceci est donc le même angle θ. Nous avons ici un triangle qui est un triangle isocèle. On voit que les points qui caractérisent les sommets se trouvent à mi-chemin par rapport à la base, et donc l'angle à gauche et l'angle à droite sont les mêmes. Et nous avons encore ici, bien entendu, toujours le même angle, parce que nous avons que ces deux droites doivent être parallèles, et donc je peux prendre cet angle et le copier ici. Voilà, toute la géométrie est ainsi définie. Je vais pouvoir regarder les forces en jeu et calculer leur travail. Nous avons besoin de connaître la distance qui est là, donc je vais prendre encore une fois une petite flèche qui rassemble celle dont j'ai besoin. Par exemple ceci.
Voilà. Nous avons besoin de connaître cette distance parce qu'il va falloir faire le travail de la force F et donc il va falloir connaître cette distance. Alors la distance ici est donnée par l'angle, c'est-à-dire θ chapeau, multiplié par la distance entre le point et le centre de rotation absolue qui est ici C1', qui vaut 2L. Ceci est donc une distance, un déplacement qui vaut 2L θ chapeau. J'ai besoin de connaître ensuite les déplacements du point d'application de la force VJ à gauche de J. Or, les liaisons, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, elles sont dessinées avec une certaine dimension, mais en réalité, il faut les considérer sans dimension. Donc, la section J dans laquelle la liaison se trouve est effectivement le point qui est indiqué ici, donc à distance L d'un côté et 3L de l'autre. Ici, donc, nous avons une translation qui est distance par rapport au centre de rotation, c'est-à-dire 3L fois θ chapeau. De l'autre côté de la glissière, nous avons un déplacement qui se fait dans le sens opposé. Et l'amplitude de ce déplacement est donnée toujours par l'angle θ multiplié par la distance entre le point de calcul et le centre de rotation. Dans ce cas, la distance vaut L. Cette amplitude est donc Lθ. Ensuite, nous avons besoin de connaître le déplacement vertical du point H. Je me permets de copier directement et vous pouvez facilement obtenir le résultat, sa valeur et la flèche qui l'indique. Et nous n'avons pas besoin de connaître le déplacement relatif de part et d'autre de la glissière parce que il n'y a pas de force appuyée ici, mais c'est juste, je mets l'axe juste pour montrer ces points. Et nous avons besoin de connaître le déplacement du point qui est ici. Et je vais prendre ce qui correspond, qui est un déplacement de type Lθ, enfin des amplitudes Lθ, parce que vous voyez la distance par rapport au centre de rotation est bien L. Il faut simplement le mettre dans le sens opposé. Ah non, pardon, c'est dans le bon sens. Et voilà. Nous avons donc ici l'ensemble des forces en jeu et l'ensemble des déplacements virtuels qu'on peut considérer. Il nous reste à calculer le travail virtuel de toutes ces forces en jeu pour calculer, pour obtenir la valeur inconnue de VJ. Donc, je vais l'écrire un peu plus grand, en 22 points. J'ai d'abord un voilà, ça c'est le symbole habituel du travail virtuel. Et maintenant, je dois tenir compte de toutes les forces en jeu. Je commence par la gauche. Je vais voir la force F qui fait un travail positif parce qu'elle avance dans le mouvement par rapport à, donc à 2L. Donc le travail c'est 2FL et le déplacement c'est 2L θ. Donc j'écris directement 2FL θ. Après, j'ai la force VJ qui normalement va vers le bas. Le déplacement va vers le bas aussi. J'ai donc un travail positif qui est 3L V de J. Et puis, nous avons le déplacement, enfin la rotation θ chapeau. J'ai ensuite un déplacement
vers le haut et une force dirigée vers le haut, donc encore un travail positif dont l'amplitude est LVJ θ chapeau. J'ai encore ici une force F et un déplacement de 2θ vers le bas, j'ai donc un travail qui est égal à celui de la première force. Et finalement, au bout, ici, j'ai un travail négatif parce que la force F recule dans le mouvement et c'est un travail qui vaut FLθ. Alors, dans cette expression, on peut sommer tous les termes homogènes. Donc, on a en fait deux termes qu'on va obtenir à la fin de la somme, le terme en F et le terme en VJ. On peut aussi, dans ce même passage, factoriser, notamment Lθ chapeau se présente partout. On peut donc faire les deux passages. Première chose, on va sommer les termes en F. Donc, on a 2 plus 2 moins 1. Ça fait 3. Et on va sommer les termes en VJ. On a 3 plus 1 qui fait 4. Et on peut ensuite, comme je vous disais, factoriser les résultats. Donc enlever et mettre un facteur Lθ partout. Voilà. Le postulat du travail virtuel dit que l'équilibre est vrai si et seulement si le travail virtuel de toutes les forces en jeu est égal à 0, quelle que soit la valeur donnée au mouvement virtuel. Donc θ chapeau peut prendre une valeur arbitraire, donc ceci doit être égal à 0. Donc je vais écrire que le résultat doit être égal à 0, quelle que soit la valeur de θ chapeau. Et comme d'habitude, ici, L n'est pas 0 parce que c'est une longueur, θ n'est pas 0 parce que c'est arbitraire, c'est donc nécessairement le terme entre parenthèses qui est 0, ce qui me permet de déduire que VJ est égal au moins les 3 quarts de F. Je vais mettre un signe de déduction. Voilà. On va le faire un peu plus grand. Voilà, ceci complète l'exercice. Je vais... Ah, mais je ne peux pas enlever les... Oui, je vais faire ça. J'enlève le travail virtuel. Pardon. Voilà. Ceci permet de conclure avec cet exercice. Nous avons démontré que l'effort tranchant au point J vaut moins 3 quarts de la force F. On peut faire un calcul tout à fait similaire dans d'autres points de la structure. Les passages restent les mêmes, bien sûr, le résultat sera différent, donc il faut bien
avoir une tête. Comme règle générale, en présence d'un système d'efforts donné, il est possible de calculer les efforts antérieurs par les méthodes que je vous ai montrées, et ces efforts antérieurs, comme règle générale, seront différents aux différents points de la structure. Le but de notre travail est d'identifier les différentes zones de la structure dans lesquelles ces efforts sont les plus importants en valeur absolue, afin de pouvoir les renforcer, en tout cas afin de pouvoir les dimensionner de manière appropriée au fonctionnement de la structure qui est prévue. Bien sûr, il s'agit de concepts qui seront introduits ultérieurement. Merci.